Antoine Lefebvre était un homme charismatique et imposant, à la tête du groupe Lefebvre, un conglomérat d'entreprises spécialisées dans la construction et l'investissement immobilier. Sa seule présence respirait le pouvoir, de la coupe impeccable de ses costumes à son regard perçant qui semblait évaluer la valeur de tout ce qui l'entourait. Marié depuis des années, il n'avait pas seulement bâti un empire de béton et d'acier, mais aussi une famille. Il avait eu 5 enfants, mais sa femme, la lumière de sa vie, était décédée tragiquement dans un accident de voiture, le laissant seul pour élever ses enfants et gérer un vide qui semblait trop grand pour être comblé. Il y avait 2 garçons et 3 filles, dont l'une, Isabelle, une adolescente récemment devenue une tornade de rébellion, ajoutant encore plus de défis au quotidien déjà chaotique du millionnaire. La situation lui échappait complètement. Ses réunions d'affaires étaient interrompues par des appels de l'école, des contrats de plusieurs millions étaient de signer avec l'esprit préoccupé par la fièvre de son plus jeune fils. Plus d'une fois, Antoine a dû quitter une présentation importante pour aller chercher l'un de ses enfants qui s'était battu à l'école ou pour les consoler après un cauchemar. Il dormait en moyenne 4 heures par nuit, le téléphone toujours posé à côté de son lit, attendant la prochaine urgence. Ses cheveux, autrefois d'un noir parfait, commençaient à grisonner sur les tempes. Ses cernes profonds trahissaient des nuits sans sommeil. Et son sourire, qui illuminait autrefois n'importe quelle pièce, était devenu rare et forcé. Sa mère, Madame Éléonore, une femme aux traits raffinés et à la posture droite, observait le déclin de son fils le cœur serré. Elle décida d'intervenir. Elle ne supportait plus de voir son fils étouffé sous les responsabilités, essayant d'être à la fois père, mère et PDG. Il était réticent à admettre qu'il avait besoin d'aide, à engager une nounou, insistant sur le fait qu'il pouvait tout gérer seul, que ce serait une trahison à la mémoire de sa défunte femme de permettre à une autre femme de s'occuper de ses enfants. Mais Madame Éléonore savait que son fils était au bord de l'effondrement, et c'est pourquoi elle prit la décision d'engager elle-même une professionnelle expérimentée. C'est ainsi qu'Amélie entra dans la vie de la famille. Jeune, simple et humble, elle vivait dans un quartier coloré et bruyant de la banlieue, où tout le monde se connaissait par son nom et où les portes étaient toujours ouvertes. Fille d'un menuisier aux mains calleuses et d'une mère au foyer au sourire doux, Amélie avait toujours eu une affection particulière pour les enfants, un don pour calmer les pleurs et inventer des jeux. Depuis son plus jeune âge, elle s'occupait de ses neveux, des enfants des voisins, organisait des kermesses dans la rue et était connue dans le quartier comme la fille qui avait le tour avec les petits. Travailleuse et déterminée, elle accepta cette opportunité avec une lueur d'espoir dans les yeux, même si elle savait que le défi serait immense. Sa mère, en la voyant préparer sa simple valise avec ses quelques vêtements, lui prit les mains et lui dit « Ma chérie, tu as un cœur énorme. Emporte-le avec toi et tout ira bien. » En arrivant au manoir, un géant de marbre et de verre qui semblait toucher le ciel, Amélie sentit son estomac se nouer. Les portes automatiques s'ouvrirent lentement, révélant un jardin aussi grand que tout son quartier. Des fontaines ornementales jaillissaient d'une eau cristalline et des sculptures de marbre décoraient les allées. Elle fut accueillie par Madame Éléonore, qui la salua d'un sourire chaleureux, mais avec un regard qui l'analysait de la tête aux pieds. Pendant l'entretien, la matriarche fut directe, décrivant le champ de bataille qui attendait la nouvelle recrue. Elle expliqua que chaque enfant avait une personnalité distincte et complexe. L'un était calme et timide, presque un fantôme dans sa propre maison, passant des heures dans sa chambre à lire ou à dessiner en silence. Un autre était un ouragan d'énergie, super désordonné, capable de transformer un salon organisé en zone de guerre en quelques minutes. Celle du milieu était une drama queen, transformant le moindre incident en opéra, pleurant pendant des heures si quelqu'un touchait son jouet préféré. Et enfin, l'adolescente Isabelle, qui traversait une phase rebelle qui donnait du fil à retordre à tout le monde, sortant en cachette, répondant mal, s'enfermant dans sa chambre pendant des jours. Madame Éléonore appela alors les enfants pour qu'ils rencontrent Amélie, l'une des candidates au poste de nounou. Ils entrèrent dans le salon en file indienne, comme de petits soldats inspectant une nouvelle recrue. Leur réaction fut une indifférence calculée, un pacte de silence mené par l'aîné. Isabelle la dévisagea avec dédain, un regard glacial qui disait « Tu ne tiendras pas un jour », avant de se retirer dans sa chambre en claquant violemment la porte. Le son résonna dans la somptueuse pièce. Les autres suivirent son exemple, sortant un par un sans dire un mot. Madame Éléonore soupira, un son las qui révélait des mois de bataille perdue, et annonça qu'elle devait partir, mais assura que son fils, Antoine, arrivait pour conclure la conversation. Tandis qu'Amélie attendait, assise au bord d'un canapé qui coûtait probablement plus cher que sa maison, elle observait les détails environnants, des tableaux de maîtres au mur,
des lustres en cristal qui reflétaient la lumière de l'après-midi, des sols en marbre si brillants qu'ils ressemblaient à des miroirs. Tout ici respirait le luxe, un monde complètement différent du sien. Une employée de maison passa près d'elle et lui proposa « Voulez-vous de l'eau, un jus ?» La jeune femme répondit « Non, merci. » Puis, avant de partir, l'employé se pencha et dit à voix basse, presque un secret « Vous êtes déjà la 5e candidate cette semaine. Aucune ne tient plus d'1 minute. Ces enfants sont impossibles à gérer. Il y en a une qui n'a duré que 3 heures avant de partir en pleurant. Une autre a juré de ne plus jamais travailler avec des enfants. Bonne chance, mademoiselle, vous en aurez besoin. » Ce premier jour fut, en réalité, un échec cuisant. Guidés par leur sœur aînée, le garçon turbulent et la fille dramatique simulèrent une dispute spectaculaire. Des cris, des accusations et des pleurs théâtraux résonnèrent dans toute la maison. Le garçon poussa volontairement sa sœur, qui tomba au sol en feignant une douleur terrible, gémissant comme si elle s'était cassé tous les os. Quand Amélie s'approcha pour discuter, tentant de calmer le conflit avec le calme qu'elle avait appris dans son quartier, s'accroupissant pour être à leur hauteur, elle sentit quelque chose de froid et de collant couler sur sa tête. Isabelle, postée en haut de l'escalier avec un sourire victorieux, venait de lui verser une carafe entière d'un mélange visqueux qui ressemblait à un smoothie au kiwi et à la gélatine verte sur la tête. Le liquide coula dans ses cheveux, sur son visage, tachant ses vêtements simples. Les enfants éclatèrent d'un rire cruel, la pointant du doigt et célébrant comme s'ils venaient de gagner une guerre. Amélie rentra chez elle sale, humiliée, mais étrangement pas vaincue. Dans le bus bondé, les gens la regardaient bizarrement à cause de la tache verte sur ses vêtements et de l'odeur de fruits. Elle garda la tête haute, pensant aux yeux tristes de ses enfants derrière toute cette méchanceté. Antoine, en apprenant ce qui s'était passé en rentrant ce soir-là, sentit la colère et l'impuissance l'envahir. Il punit les enfants, sa voix, normalement calme et imposante, résonnant comme le tonnerre. « Vous allez finir par me rendre fou. Comment voulez-vous que j'engage une nounou si vous les faites toutes fuir? Vous croyez que ça me plaît de vous voir agir comme des sauvages? Votre mère serait tellement déçue de vous. » À la mention de leur mère, Isabelle sentit un pincement au cœur, mais garda un visage dur, croisant les bras en signe de défi. À la surprise de tous, et surtout d'Antoine, le lendemain, de bonne heure, Amélie se présenta à la porte du manoir. Propre, les cheveux attachés en un chignon soigné et la même détermination dans le regard. Antoine l'accueillit à la porte sans voix, complètement stupéfait. Il s'excusa, honteux du comportement de ses enfants, la voix chargée de gêne. Elle sourit simplement et dit « Ce n'est pas grave. Je sais gérer ça. Je me suis déjà occupée d'enfants difficiles. Et vous savez, au fond, ils ne sont pas méchants. Ils souffrent, c'est tout. » La conversation coula naturellement, et Antoine se retrouva à se confier sur ses difficultés, sur le manque de sa femme, sur sa peur d'échouer en tant que père, sur les nuits où il se réveillait en sueur après des cauchemars où il perdait aussi ses enfants. Il parla de sa culpabilité de ne pas réussir à tout gérer, d'être absent aux réunions d'école, de ne pas savoir coiffer ses filles ou parler des problèmes de l'adolescence. Il regarda cette jeune femme simple et vit en elle une force qu'il ne trouvait chez personne d'autre, une lumière qui s'était éteinte dans sa vie depuis le départ de sa femme. « Je pense que vous êtes la personne idéale, » dit-il finalement. Il l'engagea ce jour-là. « Vous pouvez commencer demain. Je vous donnerai leur emploi du temps, la liste de ce qu'ils peuvent manger, les allergies de certains, les horaires de l'école, des entraînements, des thérapies, des cours de musique. Enfin, c'est beaucoup de choses, mais je vous fais confiance. » Amélie sourit, acceptant le défi avec le courage de celle qui n'avait rien à perdre et tout à gagner. Le lendemain matin, Amélie commença son travail. Tandis qu'Antoine se réveillait et se préparait, le bruit de la douche étouffant le silence de la maison, Amélie était déjà dans la cuisine, lisant le papier où figurait tout l'agenda des enfants. C'était une liste immense. Ballet, natation, thérapie, cours de piano, judo, anglais. Chaque enfant avait une routine différente, des horaires qui se chevauchaient, des lieux dispersés dans toute la ville. L'employée de maison, la même que la veille, s'approcha avec une tasse de café. Bon, ils se réveillaient à 6 heures. À 7 heures, ils vont à l'école. Vous les préparez et vous attendez le chauffeur ici. Isabelle accourt l'après-midi. Gardez un œil sur elle, car cette fille donne plus de fil à retordre que tous les autres enfants réunis. Elle a déjà fugué 3 fois, vous saviez? Une fois, elle a passé toute la nuit chez une amie sans prévenir. Elle a failli tuer son père d'inquiétude. Amélie sourit et dit « J'ai bien remarqué ». Amélie fit son travail avec une patience quasi sainte. Elle dut supporter les insolences, les portes qui claquent et les regards méprisants. Il y eut des jours où elle retrouva ses affaires cachées, son téléphone plongé dans la cuvette des toilettes, ses vêtements tachés de peinture. Mais elle n'abandonna pas.
Seul l'un des garçons, le plus timide, la respectait, l'observant de loin avec curiosité. Il s'appelait Raphaël, avait 8 ans, et laissait parfois de petits dessins sous la porte de sa chambre, des dessins de fleurs et de cœurs, comme sa manière silencieuse de lui dire merci d'être resté. En quittant le travail, épuisée, Amélie racontait à ses parents les frasques des enfants. Sa mère, tout en reprisant une chaussette, dit « Pauvre homme, devoir s'occuper de ses affaires et de 5 enfants tout seul. Ça doit être très difficile. » Son père, en ponçant un meuble, ajouta « Ces riches pensent que l'argent résout tout, mais au final, un enfant a surtout besoin d'amour et d'attention. » Amélie, regardant le plafond de sa chambre simple, les murs écaillés et le vieux ventilateur tournant lentement, répondit « C'est vrai, maman, mais je vais essayer de changer les choses dans cette maison. Je sais que je peux y arriver. » Un jour, alors que tous les enfants étaient à la maison, un silence tendu flottant dans l'air, Amélie les appela dans le salon principal. « Vous voulez vous amuser pour de vrai ?» demanda-t-elle avec une lueur dans les yeux. Isabelle, allongée sur le canapé avec son téléphone, répondit sans quitter l'écran des yeux. « On n'a pas besoin que tu nous dises quoi faire. » Amélie s'approcha d'elle et, d'un geste doux, lui prit le téléphone des mains. « À partir d'aujourd'hui, vos téléphones seront rangés. Vous ne les utiliserez que l'après-midi, pendant quelques heures. Et après ça, vous étudierez et vous jouerez. Les enfants de mon quartier jouent dehors, ils courent, grimpent aux arbres, jouent au foot dans la rue jusqu'à la nuit tombée. Vous ne faites que rester allongés sur le canapé et c'est très ennuyeux. Vous ne vous parlez même pas, chacun dans son petit monde. Ce n'est pas une vie. » Les enfants se plaignirent, crièrent, se mirent en colère. Ce fut difficile, une véritable rébellion. Isabelle tenta de récupérer son téléphone. Les plus jeunes pleurèrent et tapèrent des pieds. Mais Amélie resta ferme, rangeant tous les appareils dans une boîte fermée à clé. Pour briser la glace, elle les emmena au cinéma, chose qu'ils n'avaient pas faite depuis des mois. Ils choisirent un film d'aventure et Amélie acheta du pop-corn pour tout le monde, les laissant choisir les tailles et les saveurs. Ensuite, ils se promenèrent dans le centre commercial où elle leur acheta des glaces, les laissant choisir les parfums et les nappages. Pour la première fois depuis longtemps, les enfants rirent ensemble, faisant des blagues sur le film et se barbouillant le visage de glace. Mais Isabelle semblait toujours de mauvaise humeur, un mur d'indifférence l'entourant, se tenant à l'écart et ne répondant que par monosyllabes. La nuit était déjà tombée quand Amélie discuta avec Antoine avant de partir. Elle lui parla du comportement d'Isabelle, de la façon dont la jeune fille semblait porter un poids invisible sur ses épaules. Le père, le regard perdu vers la fenêtre où la lune commençait à apparaître, répondit « Cette phase de l'adolescence est très difficile à gérer. » Et sa mère lui manque énormément. J'ai appris qu'elle a été harcelée à l'école, car elle a été la seule à ne pas avoir sa mère à une fête de la fête des mères. Les autres mères ont fait un groupe, et Isabelle est restée assise seule dans un coin. Elle est rentrée à la maison en pleurant, et je ne savais pas quoi faire, quoi dire. De plus, elle me tient pour responsable de la mort de ma femme. Elle est partie dans un accident de voiture. Ce jour-là, je conduisais et un jeune homme ivre a percuté notre voiture. J'ai essayé de l'éviter, mais je n'ai pas pu. J'ai survécu, mais pas elle. Et Isabelle était sur la banquette arrière. Elle a tout vu. Sa voix se brisa, la douleur toujours vive, les yeux embués de larmes. Amélie écouta en silence, le cœur serré pour cette famille brisée, sentant une larme couler sur sa propre joue. Elle rentra chez elle et se dit « Cette fille, en fait, a besoin d'un autre type d'attention. Elle a besoin de se sentir vue, écoutée, aimée. Je vais essayer de l'aider. Je vais lui montrer qu'elle mérite d'être à nouveau heureuse. » Avec le temps, Amélie commença à assister aux réunions scolaires d'Isabelle à la place de son père, qui était constamment en voyage d'affaires. Amélie allait aux représentations de théâtre, même si Isabelle jouait le petit rôle d'un arbre à l'arrière-plan, et applaudissait avec un enthousiasme sincère, criant « Tu as été incroyable !» Quand la jeune fille passait, elle se montrait intéressée à écouter l'adolescente, à connaître ses musiques préférées, ses peurs les plus profondes, ses colères cachées. Elle restait tard pour discuter avec elle, sans jugement, simplement en écoutant. Un jour, Isabelle, surprise par cette attention sincère que même sa propre famille ne lui accordait pas, demanda « Tu ne me trouves pas capricieuse ou ennuyeuse ?» Normalement, les adultes ne nous écoutent pas. Ils pensent que tout est un caprice, qu'on n'a pas de vrais problèmes. Amélie s'assit à côté d'elle sur le lit en désordre, écartant quelques vêtements jetés là, et dit « Je sais que c'est une phase parfois compliquée, mais tout n'est pas un caprice. Après tout, vous avez des sentiments, et ces sentiments sont réels et valides. Tu as tout à fait le droit d'être triste, en colère, confuse. Perdre ta mère n'a pas été facile, et personne ici ne te juge pour ça.
Mais leur véritable amitié atteignit son apogée un jour où, en allant chercher Isabelle à l'école, Amélie vit de loin des élèves l'embêter, la poussant contre le mur et riant cruellement. Elle les entendit la traiter de orpheline, de bizarre, de la fille sans mère. Le sang d'Amélie ne fit qu'un tour. Elle s'approcha d'un pas ferme, les yeux brillants d'une fureur contenue, et dit, d'une voix qui n'admettait aucune réplique, « Écoutez-moi bien. Si vous n'arrêtez pas d'embêter ma petite, je m'occuperai personnellement de chacun d'entre vous. Et je raconterai à vos parents toutes les bêtises que vous faites ici. Je resterai à la porte de l'école tous les jours pour vous surveiller. Compris ?» Intimidés par cette femme déterminée, les garçons s'éloignèrent rapidement en marmonnant des excuses. Isabelle rit, un rire sincère pour la première fois depuis des mois, sentant une vague de gratitude l'envahir. « Waouh, tu les as fait fuir! Personne n'avait jamais fait ça pour moi avant. » Plus tard, au moment du départ de la nounou, la jeune fille dit presque dans un murmure embarrassé « Merci Amélie, vraiment. » Le père observa la scène depuis la fenêtre de son bureau, sans comprendre la joie soudaine de sa fille, mais sentant une lueur d'espoir naître dans sa poitrine. Peu à peu, les enfants s'adaptèrent à la nounou. Mais cela fut possible parce qu'Amélie fut patiente et supporta de nombreuses insolences, rébellions et cris. Au lieu de crier en retour ou d'abandonner comme les autres, elle garda patience, compta jusqu'à 3, respira profondément et chercha à les aider là où, au fond, ils avaient le mal, la perte de leur mère. Elle organisa des soirées d'histoire sur leur mère, demandant à leur père de raconter de bons souvenirs, des moments heureux. Elle créa un album photo pour chaque enfant, avec des images de leur mère qu'ils pourraient regarder. Elle leur apprit qu'il était normal de ressentir le manque, qu'il était normal de pleurer, que leur mère serait toujours dans leur cœur. Mais tandis qu'elle pensait les blessures de cette famille, une histoire d'amour était sur le point de naître, et ce fut quelque chose de très inattendu. Amélie profita alors d'un jour férié et du fait que les enfants restaient à la maison pour inviter Antoine et ses enfants à une fête dans son quartier. Ce serait une fête de quartier avec des crêpes, des danses, des couleurs et de la joie, de la musique live et des gens de tous âges célébrant ensemble. Antoine hésita au début, craignant la réaction des enfants face à un environnement si différent du luxe auquel ils étaient habitués. Mais Amélie insista. Ce sera bon pour eux de voir comment d'autres gens vivent, comment il est possible d'être heureux sans autant d'argent. Antoine accepta l'invitation. « J'aimerais vous remercier pour votre patience avec mes enfants, » dit-il, la voix chargée de sincérité. « J'étais désorienté, perdu dans un océan de responsabilités. Et pour moi, en tant qu'homme, il y a des sujets que je ne sais pas aborder avec Isabelle, des choses de fille, les changements du corps, les sentiments. Mais Dieu merci, vous êtes apparus, et beaucoup de choses ont changé ces derniers mois. Ma maison a retrouvé des rires, de la vie. Je ne sais pas comment vous remercier. » Avec un sourire timide, Amélie répondit « Je sais que c'est difficile pour vous d'être seule à la tête de tout. Ça doit vraiment être compliqué de porter un tel poids. Mais ces enfants ne sont pas méchants. Ce sont juste des enfants qui souffrent. Et j'étais aussi très turbulente dans mon enfance, alors je les comprends parfaitement. » Antoine se rendit à la fête avec les enfants et rencontra personnellement les parents d'Amélie, des gens simples et accueillants qui les reçurent avec des étreintes chaleureuses et des sourires sincères. La mère d'Amélie prépara des crêpes et des gaufres maison, et le père offrit des boissons fraîches. Discutant avec animation avec Antoine de menuiserie et de construction, trouvant des points communs malgré leurs réalités si différentes. Les enfants se joignirent bientôt à d'autres pour jouer, courant pieds nus dans la rue, jouant au ballon, à cache-cache entre les maisons colorées. Et l'adolescente Isabelle interagissait avec d'autres filles de son âge, semblant enfin être une jeune fille normale, riant aux éclats et prenant des photos ensemble. La fête dura jusqu'au soir, dans une grande joie, le son de musiques entraînantes berçant l'atmosphère, des guirlandes lumineuses suspendues entre les maisons créant une ambiance magique. C'est alors qu'une musique plus rythmée retentit et que tout le monde se mit à danser. Amélie appela Antoine. « Viens danser avec nous. Ne sois pas timide. »« Je suis nulle en danse, » dit-il en riant, gêné, se grattant la nuque. « Je n'ai jamais été bon à ça. Ma femme s'en plaignait toujours. »« Peu importe. Ici, personne ne juge, » répondit-elle en le tirant par la main avec force et détermination. Au premier pas, il était timide et maladroit, marchant sur ses propres pieds et sur les siens, mais il se laissa emporter par la joie contagieuse de l'ambiance, par le rythme entraînant de la musique. Soudain, il regarda autour de lui, inquiet. « Où sont les garçons? Et Isabelle ?» Amélie sourit. « Ils sont allés dans la piscine gonflable que mon père a installée dans le jardin. Tu y crois? Mais ne t'inquiète pas, mes parents les surveillent. » Et Isabelle est assise avec ses amis en train de manger des gaufres et de papoter. « Tout va bien.
Pendant la danse, une tante d'Amélie, sentant l'alchimie entre les deux, mit une musique lente et romantique pour leur donner un petit coup de pouce. Amélie et Antoine dansèrent ensemble pour la première fois vraiment, leurs corps plus proches. Et quand leurs regards se croisèrent, Antoine voyant son reflet dans les pupilles d'Amélie, quelque chose de différent flotta dans l'air, une électricité qui fit taire le bruit de la fête autour d'eux, comme si le monde s'était arrêté de tourner à cet instant. La fête se poursuivit jusque tard dans la nuit, quand Antoine dit finalement, en consultant sa montre et voyant qu'il était plus de 2 heures du matin. « Les enfants, il est temps de rentrer. Il est très tard. » Les petits protestèrent en chœur. « Oh non! On veut rester encore un peu. S'il te plaît, papa, laisse-nous. On ne s'amuse jamais comme ça. » La mère d'Amélie rit en disant « Et si vous passiez la nuit ici? J'ai quelques matelas neufs qu'un parent m'a donnés. Vous pouvez dormir dans le salon. Notre salon est spacieux et bien aéré. Ce serait un honneur de vous avoir ici. » Antoine hésita, pensant au manoir vide qui les attendait, mais en voyant la joie sincère sur les visages de ses enfants, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, il accepta, ému. « D'accord, nous restons. Merci pour votre hospitalité. » Une fois tout le monde installé sur les matelas dans le salon, de légères couvertures sur eux et la respiration des enfants devenant de plus en plus lente et profonde, alors que le quartier plongeait dans le silence, Amélie et Antoine restèrent sur le porche sous la lumière jaunâtre d'un lampadaire qui clignotait de temps en temps. Entre rires et conversations décontractées sur l'enfance, sur de vieux rêves et des projets futurs, l'ambiance devint plus intime. Soudain, Antoine s'approcha et, avec délicatesse, toucha le visage d'Amélie, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Elle sentit son cœur battre plus fort, ses jambes devenir faibles. Et là, dans cette nuit tranquille, alors que les enfants dormaient et que le monde semblait s'être arrêté juste pour eux, ils se perdirent dans un baiser doux et passionné, un baiser qui scellait quelque chose de nouveau et d'effrayant. Après le baiser sur le porche, Amélie sentit son cœur s'emballer, mais la peur la saisit comme une vague froide. La réalité la frappa comme un seau d'eau glacée. Il était son patron, un millionnaire puissant, propriétaire d'un empire, et elle n'était que la nounou, une simple fille de banlieue qui avait à peine terminé ses études secondaires. Que pouvait-il vouloir d'elle à part une aventure passagère? Elle s'éloigna rapidement, murmurant d'une voix tremblante « Il vaut mieux que j'aille dormir. »« Bonne nuit !» Antoine, surpris par sa réaction abrupte, resta immobile, la regardant disparaître dans le couloir sombre. Il essaya de se convaincre que le baiser n'avait été qu'une impulsion, fruit du manque qu'il ressentait depuis la perte de sa femme et du moment magique de la fête, mais quelque chose en lui savait que c'était le contraire. Il savait que ce baiser signifiait bien plus. Les jours suivants, la tension était palpable dans l'air du manoir. Amélie essaya d'agir naturellement, se concentrant sur les enfants et les tâches quotidiennes. Mais les regards échangés entre elle et Antoine trahissaient le sentiment grandissant qu'ils essayaient tous deux de cacher. Il l'observait discrètement pendant qu'elle jouait avec les garçons, admirant sa patience et son dévouement. Elle sentait son regard sur elle et devait lutter pour ne pas rougir. Le deuxième baiser eut lieu de manière inattendue. Après une longue et épuisante journée avec les enfants, où tout ce qui pouvait mal tourner avait mal tourné, Antoine lui proposa de la raccompagner, disant que le chauffeur était en congé et qu'il la conduirait lui-même. Le trajet fut silencieux, mais un silence chargé de mots non dits, de regards furtifs, de mains qui se frôlaient presque sur le levier de vitesse. La tension était presque palpable à l'intérieur de la voiture de luxe. Quand la voiture s'arrêta devant sa simple maison, contraste saisissant avec le véhicule importé, Amélie détacha sa ceinture, prête à sortir et à mettre fin à ce moment de douce torture, mais Antoine lui retint délicatement le bras, ses doigts chauds sur sa peau. « Attends !» murmura-t-il, le regard fixé sur le sien, intense et vulnérable. « Je ne peux plus faire semblant qu'il ne se passe rien. Je pense à toi tout le temps. Je t'aime, Amélie, et je sais que c'est de la folie. Je sais que nous venons de mondes différents, mais je ne peux pas nier ce que je ressens. » Son cœur faillit bondir de sa poitrine avant qu'il ne l'attire doucement pour un baiser profond et sincère, qui scellait la promesse silencieuse que leurs regards se faisaient depuis des jours. Elle sortit de la voiture radieuse, le visage illuminé par un sourire qu'elle ne pouvait dissimuler, flottant jusqu'à la porte de sa maison. Mais tout ne serait pas rose. Quelques jours plus tard, alors qu'Amélie jouait avec les enfants dans le jardin ensoleillé, la sonnette du manoir retentit, un son strident qui brisa l'harmonie de l'après-midi parfait. L'employé de maison alla ouvrir et, quelques secondes plus tard, annonça d'une voix étrange « Monsieur Antoine, vous avez de la visite. » Il apparut dans le salon et se retrouva face à une figure du passé, Caroline Dubois. Élégante comme toujours, vêtue d'une robe sophistiquée bleu marine qui épousait parfaitement son corps, des bijoux coûteux brillant à son cou et à ses poignets,
et arborant un sourire confiant sur ses lèvres peintes en rouge, elle était une amie de la famille depuis l'enfance. Caroline avait toujours eu un intérêt caché pour Antoine et, maintenant qu'il était veuf et vulnérable, elle était déterminée à le conquérir à tout prix, et elle ne laisserait pas une nounou insignifiante contrecarrer ses plans. « Caroline !» dit Antoine, surpris, mais toujours poli. « Que fais-tu ici? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vue. » Elle s'avança vers lui d'un pas doux et calculé, l'enlaçant d'une manière trop intime, pressant son corps contre le sien et laissant son parfum coûteux l'envelopper. « Tu m'as manqué, Antoine. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai décidé de te rendre visite et de voir comment tu gères tout ça. Après tout, ce n'est pas facile de s'occuper de 5 enfants seuls. Ça doit être épuisant. » dit-elle avec un regard malicieux qui n'atteignait pas ses yeux froids. Pendant qu'ils discutaient, Amélie observait de loin à travers la fenêtre, sentant un malaise croissant s'installer dans son estomac. Il était évident que Caroline était là avec des arrière-pensées. La façon dont elle touchait son bras, dont elle riait trop fort à ses blagues. Caroline remarqua bientôt la présence d'Amélie et, avec un sourire forcé et condescendant, s'approcha comme un prédateur s'approche de sa proie. « Et vous devez être la nounou, n'est-ce pas ?» dit-elle d'un ton légèrement condescendant, toisant Amélie de haut en bas avec un mépris à peine dissimulé. Amélie garda sa posture, relevant le menton, et répondit calmement « Oui, je suis Amélie. » Caroline sourit, mais ses yeux portaient un air de pur défi. « Ça doit être compliqué de s'occuper de tant d'enfants difficiles. J'espère que vous vous en sortez. Après tout, j'ai entendu dire que plusieurs nounous sont passés par ici avant vous, » dit-elle, laissant planer une insinuation venimeuse qu'Amélie n'était pas meilleure que les autres. À partir de ce jour, Amélie comprit que sa présence dans cette maison ne passerait plus inaperçue. Caroline était prête à tout pour l'éloigner d'Antoine et de la vie des enfants, et la guerre ne faisait que commencer. Les jours suivants furent là marqués par une guerre froide, un mélange de tension et de méfiance. Caroline commença à se présenter fréquemment au manoir. Toujours avec une excuse différente, elle apportait des bonbons aux enfants, offrait son aide pour la paperasse, invitait Antoine à des dîners d'affaires. Amélie sentait le poids des yeux de Caroline surveillant chacun de ses mouvements, chaque interaction avec Antoine, mais elle essayait de se concentrer sur les enfants et son travail, ignorant la présence menaçante de sa rivale. Cependant, la situation dégénéra. Un samedi après-midi ensoleillé, alors que tout semblait en harmonie et que les enfants jouaient joyeusement dans le jardin, Amélie décida de préparer un jus de fruits frais pour les petits. Elle était toujours attentive aux restrictions alimentaires, en particulier avec le petit Mathéo, âgé de seulement 5 ans, qui avait une allergie grave aux arachides qui pouvait être fatale. Elle organisa tout avec un soin méticuleux, lavant les fruits, les coupant en morceaux, laissant le jus dans la cuisine pendant qu'elle devait se rendre rapidement aux toilettes. C'est dans ce bref moment d'absence que Caroline Dubois passa à l'action. Profitant de l'absence d'Amélie, elle prit discrètement une poignée d'arachides moulus qu'elle avait trouvés dans le placard et les mélangea bien dans la carafe de jus, s'assurant que personne ne remarquerait le changement. Son cœur battait la chamade, mais elle garda un visage calme, un sourire satisfait aux lèvres. Quelques minutes plus tard, Amélie revint et servit les verres aux enfants, sans rien soupçonner. Les enfants étaient excités, buvant leur jus, mais il ne fallut pas longtemps pour que Mathéo commence à se sentir mal. Son petit visage devint rouge et enflé rapidement, et il porta ses petites mains à son cou, luttant pour respirer, émettant un sifflement aigu et effrayant. « Mon Dieu, Mathéo !» cria Amélie paniquée. Caroline, voyant la scène se dérouler exactement comme prévu, s'approcha rapidement et dit avec un faux calme. « Il s'étouffe. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. Vite !» Sans réfléchir, Caroline prit le garçon dans ses bras et courut à la voiture, avec Amélie désespérée la suivant. À l'hôpital, Mathéo reçut les premiers soins à temps, une injection d'épinéphrine qui lui sauva la vie. Amélie, cependant, se sentait terriblement coupable, essayant de comprendre comment cela avait pu arriver. De retour au manoir, Antoine attendait dans le salon, pâle et angoissé. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Caroline prit les devants, posant une main douce sur l'épaule d'Antoine. « C'était horrible, Antoine. Le petit a eu une crise allergique juste après avoir bu le jus. Heureusement que j'étais là pour aider à l'emmener à l'hôpital à temps. » dit-elle en jetant un regard de reproche à Amélie, comme si elle était coupable de négligence grave. Le cœur serré, Amélie tenta de s'expliquer. « Antoine, je ne sais pas comment c'est arrivé. J'ai été extrêmement prudente. J'ai vérifié les ingrédients 3 fois. Je ne mettrai jamais rien qui puisse faire du mal à Mathéo. » Antoine respira profondément, regardant son fils endormi. « Amélie, je vais coucher Mathéo et nous parlerons après, » dit-il, quittant la pièce sans expression. Plus tard, il redescendit,
l'air plus calme mais fatigué. « Écoute, les accidents arrivent. Je sais que tu es prudente, mais peut-être qu'aujourd'hui tu étais distraite. L'important est que Matteo a été sauvé à temps grâce à Caroline. Mais s'il te plaît, fais plus attention la prochaine fois, d'accord ?» dit-il avec un sourire gentil pour apaiser la tension, mais restant distant. Amélie, encore secouée, répondit doucement. « Promis, ça n'arrivera plus jamais. » Le lendemain, Caroline orchestra un autre plan cruel. Voyant qu'Amélie avait mis le chien de la famille, Rex dans son enclos, elle profita d'un moment de distraction pour ouvrir discrètement le loquet et le portail donnant sur la rue. Le chien s'élança en courant vers la route. Les enfants se mirent à crier. « Rex s'est enfui. Une voiture va le percuter. » Amélie courut, paniquée, voyant le chien en danger. Antoine arriva perplexe. « Mais je jure que j'avais fermé la porte de son enclos, » dit Amélie au bord des larmes. Caroline apparut derrière, feignant l'inquiétude. « Pauvre Amélie, tu sembles si distraite ces derniers temps. D'abord Matteo, maintenant Rex. Tu vas bien ?» murmura-t-elle avec un sourire cruel que seule Amélie pouvait voir. Antoine, avec l'aide d'un voisin, réussit à rattraper le chien. Mais une ombre de doute s'était plantée dans son esprit. Mais le pire, ce qui poussa Antoine à se disputer sérieusement avec Amélie, fut lorsque Caroline mit en œuvre son plan le plus cruel. Un jeudi pluvieux, alors qu'Amélie emmenait les plus jeunes dans une aire de jeux couverte, Caroline resta au manoir avec Isabelle, punie. Caroline y vit l'occasion parfaite. Elle alla dans la chambre d'Isabelle, lui apportant un verre de jus et feignant la sympathie. « Tu sais, Isa, je sais comme c'est ennuyeux d'être enfermée. Pourquoi ne sortirais-tu pas un peu ?» murmura-t-elle d'une voix de serpent. Isabelle la regarda avec méfiance. « Je ne peux pas, mon père va se fâcher. » Caroline sourit. « Ne t'inquiète pas, je te couvre. Et si on allait au centre commercial après? Je t'achèterai la tenue que tu voulais. » Cédant à la tentation, Isabelle la suivit jusqu'à la piscine. Caroline retira discrètement la bâche de sécurité et laissa Isabelle seule au bord de la piscine. « Je vais chercher mes clés. Attends-moi ici, » dit-elle, souriant dans son dos. Seule, Isabelle s'assit au bord. Soudain, elle sentit une forte poussée dans son dos qui la projeta dans la partie profonde de la piscine. Ne sachant pas bien nager, elle paniqua, se débattant désespérément et avalant de l'eau. Amélie, de retour avec les garçons, entendit les cris étouffés. Sans réfléchir, elle courut vers la piscine et vit Isabelle se noyer. Elle plongea tout habillée et, avec un effort surhumain, réussit à tirer l'adolescente jusqu'au bord. Isabelle toussait, tremblant violemment. À ce moment, Antoine arriva en courant, alerté par le bruit. En voyant sa fille pâle et tremblante dans les bras d'Amélie, son expression passa de l'inquiétude à la fureur. « Que s'est-il passé ici ?» cria-t-il. Amélie, encore essoufflée, répondit « Nous étions au centre commercial. Quand je suis arrivée, j'ai entendu des cris et j'ai vu Isabelle dans la piscine. » Caroline s'approcha, feignant le choc. « J'ai tout vu de la fenêtre, Antoine. Amélie a laissé Isabelle seule ici avant de partir avec les garçons. Je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait. » Antoine resta silencieux, le visage fermé par la colère et la déception. « Tu as laissé ma fille seule près de la piscine? Comment as-tu pu être aussi irresponsable ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Le cœur d'Amélie se brisa. « Antoine, ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle était punie dans sa chambre, Il la coupa. « Assez, Amélie. Je t'ai confié ce que j'ai de plus précieux. Je ne peux pas risquer la vie de mes enfants. Je pense qu'il vaut mieux que tu prennes du recul. » Ces mots furent comme un coup de poing. Amélie quitta le manoir, le cœur en miettes, humiliée, ne comprenant pas comment l'homme qui disait l'aimer pouvait croire si facilement à ses mensonges. Caroline observait tout depuis le balcon, un verre de vin à la main, savourant sa victoire cruelle. Cependant, quand Isabelle se réveilla quelques heures plus tard, elle chercha son père et lui dit « Où est Amélie? Et où est Caroline ?» Son père répondit d'une voix lasse « Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que je vais devoir la renvoyer. »« Non, papa, pourquoi ?»« Elle m'a sauvée !» protesta Isabelle. « Ma décision est prise, » répondit-il. Alors, Isabelle raconta tout. « Papa, il faut que tu m'écoutes. C'est la faute de Caroline. C'est elle qui m'a dit de sortir, que nous irions faire du shopping. Elle m'a dit de l'attendre près de la piscine. Et là, j'ai senti quelqu'un me pousser violemment dans l'eau. Ça ne peut être qu'elle qui a essayé de me tuer, papa. Elle voulait me noyer. » Antoine écouta, et les pièces du puzzle commencèrent enfin à s'assembler. « C'est vrai, » pensa-t-il, « tous ces accidents ont commencé quand elle est arrivée. » Isabelle ajouta, les larmes aux yeux, « Papa, Amélie ne nous ferait jamais de mal. Ramène-la, demande-lui pardon. Je la considère déjà comme une mère. » Décidé, le père dit, « Ma chérie, demain matin, papa va régler ça. Je vais ramener Amélie et je vais régler mes comptes avec Caroline. »
Le lendemain, il se rendit chez Amélie, mais elle n'était pas là. Un voisin l'informa qu'elle était partie pour le week-end. L'anxiété le rongeait. En rentrant, il vit Caroline qui l'attendait. « Antoine, chéri, je venais prendre des nouvelles. » Mais le visage d'Antoine était grave. « Préoccupé ?» répéta-t-il avec sarcasme. « Tu sais, Caroline, quelque chose ne colle pas. » Caroline pâlit. « De quoi parles-tu » Il s'approcha, la voix menaçante. « Isabelle m'a tout raconté. C'est toi qui as essayé de noyer ma fille. » Elle tenta de nier. « Tu ne peux pas croire une adolescente rebelle. » Mais Antoine ne se laissa plus avoir. « Ne parle pas comme ça de ma fille !» Et ce n'est pas tout. Le jardinier t'a vu près de la piscine avant l'accident. Et l'employé de maison t'a vu seul dans la cuisine juste avant l'incident avec Mathéo. Tu as mis mes enfants en danger et tu as essayé de détruire la seule personne qui a ramené la paix dans cette maison. Notre amitié s'arrête ici. Si tu t'approches de nouveau de ma famille, j'appelle la police. Maintenant, pars. Adieu, Caroline. Le jour suivant, Lorenzo appela Amélie. « Amélie, s'il te plaît, il faut que je te parle. Tu me manques. Je te manque. » Elle accepta de le voir. Quand ils se retrouvèrent dans le jardin, il ne put attendre. Il la prit dans ses bras. « Je sais tout. C'est Caroline qui a tout manigancé. Pardonne-moi d'avoir douté de toi, d'avoir été un imbécile. Pardonne-moi de ne pas t'avoir défendu. » Amélie, sentant son repentir sincère, se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Non, tu n'as pas été un imbécile. Tu as été un père protecteur. J'aurais fait la même chose. » Souriant, Lorenzo avoua « La maison est redevenue un chaos sans toi, pire, un deuil. Je veux que tu reviennes, pas seulement comme nounou, mais comme membre de notre famille. Pour les enfants, et surtout pour moi, parce que je t'aime. Qu'en penses-tu? » Les yeux d'Amélie se remplirent de larmes de joie. « Vous m'avez tellement manqué aussi. » Et c'est ainsi qu'Amélie revint ce jour-là. Les enfants l'accueillirent avec une joie indescriptible. Profitant de ce moment parfait, Lorenzo s'agenouilla devant elle, sortant une petite boîte de sa poche. « Amélie, veux-tu rester ici pour toujours? Épouse-moi. » Amélie sourit, émue aux larmes, mais dit « Mes parents ne voudront jamais quitter leur quartier. C'est leur monde. Mais moi, je veux tellement rester avec vous pour toujours. » Elle marqua une pause. « Tu sais, mon rêve a toujours été de me marier sur la plage, pieds nus dans le sable, avec le bruit des vagues. » Lorenzo ne perdit pas de temps. Il réalisa le rêve d'Amélie, et le mariage eut lieu sur une magnifique plage paradisiaque, le son de la mer berçant le « oui », le plus important de leur vie, les enfants courant pieds nus dans le sable. Le couple vécut ensemble, de plus en plus amoureux. Les enfants étaient rayonnants et enfin en paix avec la nouvelle mère que le destin et l'amour véritable leur avaient donnée. Et quelque temps plus tard, leur bonheur fut complet quand Amélie tomba enceinte d'une magnifique petite fille, complétant parfaitement la famille et apportant encore plus d'amour dans cette maison qui n'était autrefois que luxe et solitude, mais qui débordait désormais d'amour, de rire et d'espoir. La musique s'intensifie légèrement, devenant plus inspirante. Narrateur s'adressant directement au public. Et voilà, chers rêveurs. Quelle aventure émouvante que celle d'Antoine et d'Amélie. Leur histoire nous montre que peu importe la profondeur des cicatrices de la perte et de la solitude, l'amour a le pouvoir de guérir et de construire une nouvelle famille. Nous avons vu la patience et la force d'une femme humble qui, avec un cœur immense, a affronté la méfiance et la méchanceté sans jamais perdre l'espoir d'apporter de la joie et d'être aimé. Et le parcours d'un homme qui, perdu au milieu du deuil et des responsabilités d'un empire, a osé ouvrir son cœur et sa maison pour voir la véritable essence de l'amour. Il nous rappelle qu'une famille n'est pas seulement faite de liens de sang, mais de patience, d'affection et du courage de recommencer. Maintenant, c'est à votre tour. Quel a été le moment le plus marquant pour vous? La résilience d'Amélie revenant après l'humiliation du premier jour? La scène où elle défend Isabelle des harceleurs à l'école? Ou le premier baiser sur le porche pendant la fête de quartier qui a tout changé? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez cette histoire pour que plus de gens croient au pouvoir des secondes chances et suggérez des thèmes pour notre prochaine vidéo. Un grand merci et à très bientôt, où nous prouverons, une fois de plus, que l'amour est la force la plus révolutionnaire de l'univers.